4. Now, here's Mr. Midnight, Jack Darrow. Oh, good evening, Night Owls, and thank you for allowing me into your living rooms once again. Well, Night Owls, we've got a heck of a show in store for you tonight, and I'm very excited for you to see it all unfold before your very eyes. I really hope you love it. Gosh, I hope you love it. Please love it. Love it. Dr. June Ross Mitchell and Lily, the young subject of the book, Conversations with the Devil. I really don't think it's a good idea, Jack. She's becoming more unpredictable. Lily, can you hear me? Good to see you again, Jack. Bonjour à tous, bienvenue au Sanctuaire. Aujourd'hui, retour, critique, analyse, coup de cœur du film The Late Night with the Devil des frères Kearns. Les deux réalisateurs, les frangins Kearns, je ne les connaissais pas. Je sais qu'ils ont réalisé 2 films précédemment. Je ne les ai pas vus, donc je ne pourrais pas en juger. Mais là, ils ont clairement fait une petite perle, un ovni dans le paysage cinématographique. Surtout quand on constate, on regarde ce paysage depuis le début de l'année. C'était assez triste concernant le film de genre horrifique. Donc là, ça fait vraiment plaisir. C'est le genre d'œuvre qui prouve que l'horreur théologique au cinéma est encore possible. Et ceci malgré les désastreuses années Conjuringverse, qui ont laissé de bien tristes séquelles. Quand je parle d'horreur théologique, je vous parle de films d'horreur ayant trait à la théologie de près ou de loin. Un fond religieux. Ou alors un film à proprement dit versé dans la religion comme l'exorcisme par exemple. Alors The Late Night with the Devil, comme je vous le disais, c'est une réussite. Le fond et la forme est excellent. Il y a une chose qui me frappe énormément, c'est le fait qu'on situe ce film dans les années 70 et qu'on ait vraiment l'impression d'être dans les années 70. J'ai vu récemment, comme vous le savez, La Malédiction de l'Origine, qui situe également les années 70. Jamais je n'y ai cru. Très peu de temps. La suspension d'incrédulité a complètement explosé par rapport à certains détails. Là, par rapport aux personnages, par rapport aux coupes de cheveux, par rapport aux costumes, par rapport au plateau de télé, parce que le film se déroule sur un late show. C'est un talk show, quoi. Un talk show américain, les shows qu'on a connus avec en France avec Thierry Ardisson, avec Fogel et tout ça. Ah bon, le film, on est vraiment en immersion totale dans ces années-là. J'y crois à 2000%. Ça fait limite documentaire de l'époque, quoi. C'est vraiment impressionnant. Alors le film est intéressant parce qu'il redonne de la visibilité sur une période culturelle et sociale passionnante des États-Unis. Alors ça se situe au milieu des années 70, même peut-être dernier tiers des années 70. Alors il met vraiment en exergue l'avènement du média télévisuel dans les foyers américains, mais aussi l'intérêt de la société à l'époque pour le surnaturel et l'occultisme. C'est vrai que cette époque-là, les États-Unis, alors de par Rosemary Baby, de par l'exorcisme, de par la malédiction, de par certains romans majeurs de ces époques-là, il y avait, je crois, l'affaire d'Amityville aussi qui avait déjà percé. Cette décennie-là était ésotérique et occulte à proprement dit. Il y avait également une satanic panic. Alors c'est quoi la satanic panic? C'est une panique ayant trait à la religion, ayant trait particulièrement au diable, comme ça porte le nom satanique. Ça a été déclenché par l'assassinat de Sharon Tate par les sbires de Charles Manson. Donc c'est un assassinat, comme j'aime à le répéter, un meurtre rituel, qui n'avait rien d'un cambriolage, qui n'avait rien d'un règlement de compte, mais ayant un fond rituel par rapport à la façon dont ça a été fait. On y reviendra très certainement en détail, en précision sur le sanctuaire quand on abordera le film Rosemary Baby. Et soyez-en sûrs, on va le faire. On le fera au même titre qu'on a fait Hérédité. Alors peut-être pas sous le même format, peut-être même en live ou dans un autre format vidéo, mais on va le faire. Le protagoniste principal s'appelle Jack Delroy. Il est brillamment interprété par David, alors je vais arracher son nom parce que son nom de famille est imprononçable, David Dastmalchian. Désolé, je m'excuse auprès de David. Quand j'ai vu l'acteur, vous savez, c'est les gueules de cinéma, on se dit, ce mec-là, je l'ai vu quelque part, où est-ce que je l'ai vu? Moi, je l'ai vu dans Suicide Squad 2, il joue le super-héros qui a des boutons de couleur qui apparaissent sur le visage, qui a un problème avec sa maman, qui a un complexe d'Oedipe, je sais pas si vous vous en rappelez. Et voilà. Donc, alors, le late show en question, là, il met l'accent sur... il met l'accent. Il a une certaine légèreté éditoriale, donc on le voit inviter des gens sur son late show, dénommé Jack Delroy, des invités divers et variés. On a des gens un petit peu
escamoteur, j'ai envie de dire, dans différents domaines. On a une espèce de roue de la fortune, il fait gagner de l'argent aux gens. On voit également qu'il invite ce qui ressemble à une toxico. Donc on a vraiment le schéma qu'on a pu apercevoir en France avec Ardisson, par exemple. C'est vraiment ce genre de show, mais remis dans les années 70, avec un léger côté un peu putassier. On sent que Jack Delroy, le personnage Jack Delroy, est prêt à tout pour avoir du succès à l'écran, avoir de l'audimat, comme on dit. Donc tout ça intervient dans un contexte sociétal compliqué aux États-Unis. Il y a la guerre du Vietnam, une crise sociale sans précédent. Comme je le disais aussi, il y a la fin de l'insouciance du mouvement hippie, Power Flower, le tout saupoudré d'occultisme. Donc l'assassinat de Sharon Tate a mis fin au mouvement Flower Power, hippie à proprement dit, la fin de l'insouciance aux États-Unis, la fin de l'insouciance de la jeunesse aux États-Unis précisément. Alors malgré de bons résultats de son émission malgré de bons résultats de son émission, Jack Delroy, excusez-moi, je m'enflammais un petit peu dans ce que je voulais expliquer. Jack Delroy n'a pas les résultats escomptés à l'audimat. Il est toujours éternel numéro 2. Et ceci malgré l'exposition indécente de sa vie privée. Car il est marié avec une actrice connue. Cette actrice en question tombe malade de façon soudaine et elle est atteinte d'un cancer généralisé des poumons. Et malgré cela, il n'hésite pas à l'exposer sur son plateau de télé pour parler de leur couple et tout ça, alors qu'elle a 15 jours de sa fin de vie. Malgré ça, malgré le fait de ne pas avoir de pudeur, Jack Delroy est toujours à un point de son concurrent principal. Donc on s'aperçoit qu'en présence de Jack Delroy, on a affaire à une personne de petite vertu, de basse vertu, prête à tout pour y arriver. Alors malgré ça, il a du mal. Alors on voit que son épouse décède. Suite à ça, il a une petite période de traversée du désert d'1 mois, donc il se remet assez vite. Je vais revenir rapidement sur un point important aussi. Jack Delroy, le logo de son émission, c'est le hibou. Le hibou, c'est quoi aux États-Unis? C'est le symbole du Bohemian Club. L'émission de Jack Delroy s'appelle Night Owl, les oiseaux de nuit. Donc on indique durant le film clairement l'appartenance de Jack à un club similaire au Bohemian Club, appelé The Groove. Alors l'utilisation de tout ça est extrêmement pertinente durant l'émission, car très rapidement, alors il y a des images qui nous mettent sur la piste de l'occultisme. On voit Charles Manson, on voit certains individus bien connus, on voit un sosie d'Anton LaVey aussi, en pleine prêche. Mais on va revenir sur ça un peu plus tard, quand on abordera les invités. Quand on connaît la portée et l'influence du Bohemian Club aux États-Unis, alors il y a une portée occulte, mais également une influence sur le monde entier, puisque ce club-là est fréquenté exclusivement par des gens puissants, par les puissants de ce monde. Et si vous vous intéressez au Bohemian Club, si vous voulez vous y intéresser, je vous invite à voir le reportage d'Alex Jones. J'en ai vu des images. J'ai pas vu le reportage en intégralité. Je pense qu'il est assez dur à trouver maintenant, ce qu'il a fait. Il a fait débat. Il a compromis des gens forcément. Il avait réussi à s'infiltrer au sein du Bohemian Club lors de l'été 2000. Donc on a vu les rites du Bohemian Club. Et ces rites en question sont repris dans le film par le club de Jack Delroy. Le club qui s'appelle, comment je vous ai dit, The Groove, c'est ça. Donc on voit tout ça en images archives. Donc on sait que Jack Delroy est quelqu'un qui est bercé également dans l'ésotérisme, dans l'occultisme. Y est-il de façon directe ou indirecte? Ça, on peut se poser la question. Le film n'y répond pas clairement. Et c'est là justement tout le talent du film. On laisse un petit peu au spectateur le soin de faire son chemin, de tirer ses conclusions par rapport à ça. Moi, j'ai pris des conclusions par rapport au personnage de Jack Delroy et sa compromission sur ce domaine. Je vais pas forcément vous le dire, c'est à vous également d'y réfléchir un petit peu et d'essayer de faire une élévation de l'horreur, comme on appelait ça l'élévatie d'horreur, de faire votre chemin après le visionnage. Revenons un petit peu à nos moutons par rapport au show en question. Donc malgré son côté impudique à présenter sa femme quasiment mourante sur le plateau, Jack Delroy n'est pas du tout encore en première position de l'audimat. Il est toujours éternel second, même pire. Son émission se casse un peu la goule, on va dire. Il dégringole, il faut trouver une solution. Donc Jack Delroy, son émission, je précise, est toujours en direct. Pour la nuit d'Halloween, il invite plusieurs invités. Des invités perçants dans l'occultisme. Donc on va vous parler un petit peu des invités. Donc il y a Christou. Christou, il ressemble un petit peu à, comment dire, un Pakistanais, un petit peu quelque chose comme ça. Il fait penser à un hindou pakistanais. Voilà. Et c'est un spirit. Il parle avec les morts. En tant que bon spirit, voilà. Donc deuxième invité, c'est
Carmichael Egg. Donc lui, c'est un magicien, un escamoteur. Il connaît les ficelles du métier et il est également zététicien. Zététicien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui débunk différentes choses, mais surtout le paranormal. Une chose intéressante et très drôle par rapport à ça, car on voit le personnage de Carmichael Egg, le zététicien, intervenir sur la maison d'Amityville, mais pas intervenir pour constater les faits paranormaux. Je le vois pas comme ça quand on le voit sur les images d'archives. Je le vois intervenir plutôt pour débunker le travail des Warren. D'ailleurs, il a une phrase très corrosive à leur égard. Voilà, c'est très drôle. Si vous me connaissez, vous savez ce que je pense des Warren. Donc ça m'a vraiment amusé. Il y a 2 autres invités. Le docteur June, parapsychologue, elle intervient avec une jeune fille qui s'appelle Lily, interprétée par Ingrid Torelli. Alors elles ont fait un livre. Alors le docteur June a écrit le livre, et les confessions, et c'est l'analyse de la dite Lily. Lily, c'est l'unique survivante d'une secte satanique pouvant s'apparenter avec l'église de Satan d'Anton LaVey. Quand on voit les images d'archives d'Anton LaVey, alors je ne sais pas si on a vraiment des images d'archives probantes, parce qu'on a toujours l'impression qu'Anton LaVey c'était un grand guignol. C'est ce qu'il a voulu, je pense, donner comme image au niveau mondial, mais je pense que son cercle proche avait sûrement connaissance de la teneur de ses pratiques. Anton LaVey, qui a joué dans le film Rosemary Baby, c'est les yeux du diable durant l'assimilation de Rosemary la nuit. Voilà, donc Lily est la seule survivante d'une secte satanique. Le gourou a décidé, cerné par le FBI, de suicider tout le monde et de foutre le feu au temple. Les images de ce gourou en question, quand il est encore vivant, sont vraiment dingues. On a vraiment des choses qu'on a pu apercevoir dans des reportages sérieux sur le sujet, sur les loges lucifériennes, avec sacrifice, etc., etc., etc. Et la jeune Lily n'a pas été laissée vivante pour rien. Elle a été laissée vivante car elle est possédée par le diable. Donc elle a été remise aux autorités et elle est prise en charge par le docteur June en question. Voilà. Je reviens sur la performance d'Ingrid Torelli qui interprète Lily. Alors je vais la mettre en comparaison avec Linda Blair dans le rôle de Regan. On a une interprétation complètement dingue. Elle me fait pas oublier Linda Blair dans Regan, mais on est juste derrière. Je crois que l'interprétation, la dernière très bonne interprétation que j'avais vue par rapport à ce genre de rôle, c'était dans Le Dernier Exorcisme, où le fan footage, où il y avait une actrice possédée aussi qui était très bonne. Donc là, je vous assure que déjà dans son état normal, elle est tout sauf normale, j'ai envie de dire. Quand elle est possédée, c'est quelque chose. Donc là, c'est pas vraiment un spoil, parce que vous allez voir durant le film, vous allez vous apercevoir qu'on sait très très vite où on va. Moi, malgré le titre, j'ai été un peu pris par surprise. Les gens qui l'ont vu ont eu la décence de ne pas trop en dire, de pas trop m'en dire. Donc ça m'a quand même réservé une belle surprise. Alors, Jack Delroy, on sait qu'il est prêt à tout pour y arriver. À la suite du film, on comprend certaines choses par rapport au personnage. Quand la jeune Lily est possédée par le démon, parce que durant l'émission, Christou le Spirit est mis à mal de façon indirecte par la présence de Lily dans les backstage. Donc ça donne de la crédibilité au personnage de Christou, qui est un vrai spirit. Ce dernier, je vais pas vous dire précisément comment ça se passe, mais il y a un cachet d'authenticité par rapport à ses réactions. Le concernant, mais concernant également Lily, qui est tout sauf une jeune femme malade mentalement. Un cas psychiatrique, c'est au-delà du cas psychiatrique, c'est une vraie maladie spirituelle. Donc le spirit ne va pas bien. J'allais dire Spirou parce qu'il s'appelle Christou, je sais pas quoi, j'avais mélangé les deux. Il y a le personnage de Carmichael Egg, le zététicien, qui fait preuve de mauvaise foi face aux événements probants devant lui. Il essaie de toujours trouver une solution rationnelle. Donc c'est intéressant de voir que ce genre de personnage, à l'écran, qui veut tout rationaliser, utilise la mauvaise foi, et dans l'acharnement de débunkage sur le surnaturel. Les choses inexplicables, que personne ne peut expliquer, lui, rempli de mauvaise foi, veut les expliquer. C'est très intéressant à voir ça, de voir ce personnage-là évoluer. Je vous en dirai pas plus par rapport au personnage, c'est pareil, on va vous garder un petit peu de mystère, un petit peu de secret, mais au fur et à mesure du développement du film, Lily, à la demande de Jack Delroy, laisse la place au démon qui l'habite. Et là, la situation devient vraiment hors de contrôle, tout en sachant qu'on est en direct. Donc on ne peut rien arrêter, quoi. Il n'y a pas de montage, pas de coupe. Remis dans le contexte du film, les téléspectateurs américains voient une bonne partie de ce qui se déroule sur le plateau. On va dire que quand ça commence vraiment à partir
en cacahuète. Les foyers américains ont tout sous les yeux. Alors j'imagine même pas, compte tenu de la teneur de l'émission, la tête des gens à table avec les enfants à regarder un programme comme ça. Même s'il y a une mention un petit peu de prévention au début de l'émission, c'est vraiment drôle, franchement, c'est vraiment corrosif par rapport à tout ça. Alors je voulais revenir sur le personnage de Jack Delroy et son ambition dévorante, quitte à mettre tout le monde en danger. Malgré la prévention du Dr. June, donc ils ont une relation proche en plus, le Dr. June lui dit que la jeune Lily en ce moment n'est pas bien, qu'elle devient incontrôlable, qu'il ne faut pas la mettre en état de transe pour que le démon prenne le relais, quoi. En ce moment, il y a des gros problèmes. Mais l'ambition professionnelle aidant, et le personnage de Jack Delroy n'ayant aucun scrupule pour y arriver, n'écoute pas les précautions, les règles de précaution du Dr. June, et laisse place à Lily en plein milieu du plateau, et la laisse rentrer en état de transe, et le démon prend possession de Lily. Donc, je vais arrêter là par rapport, comment dire, à l'interprétation de Lily et puis ce qui se déroule avec son personnage. Je vais pas vous gâcher la surprise, mais c'est également intéressant d'apprendre durant le film que le décès de la femme de Jack Delroy est tout sauf hasardeux. On apprend à travers le personnage de Lily, quand le démon prend le relais sur sa personnalité, que Jack Delroy a potentiellement contracté un pacte faustien, ayant comme modalité le sacrifice de sa femme. Sa femme est morte de façon prématurée. C'était le prix à payer pour accéder à la célébrité. Donc on a quelque chose de vraiment intéressant qui fait vraiment écho à toute la mythologie du pacte avec le diable, de la démonologie, etc., etc., etc. Donc ça c'est bien. Et c'est également, ils en font également mention au début du film, comme le patron d'UBC. Donc c'est la maison de production qui produit le talk show en question, lui demande durant une interview qu'est-ce que vous avez sacrifié pour en arriver là. Donc l'allusion est clairement faite à un éventuel pacte. Ça, j'ai trouvé ça assez bon. On peut même penser que le patron du BC, même si sa prestation est très momentanée, très restreinte, que ce dernier est peut-être également membre du club The Groove, qui est l'équivalent, comme je vous disais, du Boy Men's Club. Je vais en rester là. Je vais pas vous en dire plus. Je vous le recommande vivement. Alors c'est dommage parce que le film devait sortir est sorti aux États-Unis au mois de mars. Il y avait peut-être une prévision de sortie en France, mais vous allez halluciner, c'est durant l'été. Donc où est l'intérêt de sortir un film aussi tard en France? On a l'impression de revenir aux années où on avait des films 6 mois plus tard en France. Sauf que là, avec les moyens de visionnage légaux et illégaux, personne n'ira le voir au cinéma. Tous les gens intéressés par ce film-là l'auront vu avant. Le bouche à oreille est conséquent. C'est le film de genre horrifique à voir. Bon, moi, je l'ai vu, à l'heure actuelle, il a été vu, donc vous savez très bien comment je l'ai vu. Je l'achèterai également en support physique, mais la sortie cinéma, je suis un peu sceptique. Il y a un problème avec ça, là. Je sais pas ce qu'ils font en ce moment. Il y a beaucoup de films qui arrivent complètement à la bourre. Il y a des films qui ont été présentés par exemple à Gérard May, qui sont sortis ailleurs, qui ont été disponibles sur des plateformes illégales. Ils ne sont pas encore sortis en salle, mais qui sont programmés, avec des dates de programmation. Ça serait bien que les gens se remettent un petit peu en question en France et ne travaillent pas avec 6 mois de retard. Donc The Late Night with the Devil, une très bonne surprise. C'est un film rempli d'espoir pour peut-être des potentielles bonnes surprises dans un futur proche ou éloigné. Ça fait quand même, voilà. Les surprises sont là. Les surprises sont dans des jeunes réalisateurs avec des budgets restreints auxquels on laisse les coups des franches pour produire et réaliser ce genre de film. Je ne crois plus dans les films de franchise. Je ne crois plus dans les exorcistes, les malédictions, etc. Ils prévoient justement un nouveau Rosemary Baby, un préquel. D'accord, ça va être encore putassier, mal fait, complètement vulgaire parce qu'ils vont tout montrer. Alors que c'est des films justement, il faut laisser une part importante à l'imagination du spectateur. Après une mauvaise période de Conjuringverse, entrecoupée par une belle période d'Elvati d'horreur où on a atteint, à mon sens, le sommet avec les 2 films d'Ari Aster, Hérédité et Midsommar, les lendemains ont été difficiles. On a eu La Gueule de bois, on a eu des soubresauts d'Elvati d'horreur dégueulasses, avec des films comme Smile, etc., etc. Et là, on est reparti sur un moule Conjuringverse appliqué à tous les films d'horreur théologique. La malédiction, l'origine, en tête de proue. Voilà.
Donc c'est bon, on a compris. Il y a une chose importante à savoir là-dedans. Je pense que les studios, les producteurs ne comprennent pas leur public. La Malédiction de l'Origine se casse la gueule, ça fait plaisir à entendre. J'espère que The Late Night with the Devil va rencontrer un succès en salle aux États-Unis, apparemment c'est le cas. La bonne idée serait peut-être d'avancer la sortie du film compte tenu de son succès outre-Atlantique. Et j'espère que voilà, il y aura des achats de support physique pour ce fabuleux film. C'était une petite critique, analyse très rapide du Sanctuaire sur The Late Night with the Devil. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous, likez, commentez. Si vous voulez, on en parle ensemble, il n'y a pas de problème. Je prendrai le temps de répondre aux commentaires. Passez une bonne journée. Merci à vous.